Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bilan des finales NBA. Aujourd'hui, on parle du match 3 remporté par les Bucks 120-100 à Milwaukee. Et pour ce faire, j'ai avec moi non pas une, mais deux personnes, sans doute pour assurer les arrières en vue de mon manque de sommeil. J'ai tout d'abord Madiane. Madiane, tu connais maintenant le refrain, c'est la question habituelle que je pose à toute personne qui intervient dans ce podcast. Comment tu vis un peu ces finales pour l'instant? Et puis bonjour aussi, Madiane. Eh ben bonjour. Là, je me sens plus hypé. Là, les deux premiers matchs, j'avais un peu du mal. Et là, ce Game 3 m'a vraiment fait rentrer de plein pied de A à Z dans ces finales. Alan est aussi présent avec nous. Même question, comment tu vis ces finales? On sait que ton cœur balançait entre ces finales et ce mondial des moins de 19, mais comment tu vis les finales NBA? On peut regarder les deux. Franchement, moi, j'aime bien ces finales NBA. J'aime bien, j'apprécie bien les matchs. Il y a des bons affrontements, il y a des stars, il y a des superstars, il y a des performances individuelles de haut calibre. Donc, c'est tout ce que j'attends des finales. Je suis pour aucune des deux. Je suis pas un supporter de aucune des deux équipes, donc je regarde avec un œil un peu détaché et j'apprécie franchement un spectacle qui est vraiment bon, des ajustements qui sont pas mauvais, ou alors très mauvais, j'ai trouvé par moments de certains coachs. Mais ouais, franchement, vraiment surpris pour l'instant, mais agréablement sur les trois premiers matchs. Eh ben, on va en parler parce que comme je l'ai dit, on avait très peur d'un 3-0 qui nous aurait plus ou moins enterré cette finale NBA. On ne l'a pas eu, donc les Bucks ont gagné dans un scénario, on en parlera sans jeter trop de fleurs au podcast précédent. Je pense qu'il y a certains éléments qui avaient été anticipés. On en parlera. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur la plateforme où vous écoutez le podcast, sur YouTube, mais aussi sur Twitter. On marque la petite pause, puis on se retrouve dans quelques secondes pour discuter de ce match 3 des finales NBA. Comme je l'ai dit pour la troisième fois, je pense que les Bucks ont donc gagné 120-100 ce match 3 et on va commencer tout de suite. Allez, je vais aller de ton côté, Madiane. Est-ce que tu es rassuré parce que tu as vu des Bucks? Les Bucks étaient menés 2-0, ils avaient pris un torrent du côté de Phoenix, surtout dans le match 2, notamment à 3 points. On les a vus, je trouve, plus inspirés peut-être parfois en attaque, peut-être aussi en défense. On a vu des Suns un peu moins en réussite. Donc est-ce que ça te rassure pour la suite de cette série? Ouais, moi je trouve que bah, justement ils ont déjà été dans ce scénario du 2-0 et c'était la réflexion que je me faisais au retour de 0. J'étais pas inquiet finalement parce que je me disais Giannis a l'air en forme au vu du carton qu'il venait de réaliser et je me disais que à Milwaukee ça pouvait être une toute autre affaire et ça l'a été et effectivement je les ai trouvés plus inspirés et ils ont fait certains choix, on les détaillera après, mais je pense qu'ils se sont bien servis du Game 2 pour rebondir. Même constat de ton côté, Alan, on a réussi à rebondir du côté de Milwaukee avec. Je pense qu'on pourrait en parler. Je pense pas que je pense pas on soit face au match où il y a eu le plus d'ajustements entre chaque match, mais Milwaukee a su rassurer. Pour moi, franchement, je vois pas vraiment des ajustements, je vois plus un mauvais, une mauvaise gestion des rotations de Phoenix dans des moments clés hier, des problèmes de faute et Milwaukee qui en fait a su ce que font les très bonnes équipes, c'est profiter de ça en fait. Profiter de l'absence d'Ayton parce qu'il a pris des fautes. Profiter du fait qu'il y ait Frank Kaminsky sur un terrain en finale NBA, comme toute équipe devrait en profiter. Et puis profiter du fait qu'un des deux meilleurs joueurs adverses, qui génère l'attaque, n'a rien mis dedans en Devin Booker. Et eux, ils ont appuyé, ils ont appuyé. Quand Ayton n'était pas là, Giannis, c'est toi qui mentionnais Ben sur notre conversation, il fallait donner la balle à Giannis, il fallait pilonner à l'intérieur, c'est ce qui s'est plutôt bien fait. Euh, et en fait, en faisant ça, tu forçais les Suns à devoir tout mettre dedans à 3 points pour espérer revenir dans le match, ce qu'ils ont fait dans le troisième quart-temps, parce qu'ils reviennent à un moment, parce qu'en fait, ils jouent avec Bridges et Crowder à l'intérieur, Johnson et Booker Paul. Donc c'est ultra risqué, c'est ultra fatigant, ça leur permet de revenir, mais ensuite ils explosent face à la machine physique de Milwaukee. Donc en fait, je suis plus rassuré dans le fait que Milwaukee a su
bah, quand ils avaient l'avantage et quand ça allait un peu plus dans leur sens, appuyer là où ça faisait mal. S'ils l'avaient pas fait, ça n'aurait pas été une équipe qui, pour moi, méritait d'aller tout au bout. Et là, ils l'ont super bien fait. Tu parlais de Frank Kaminsky en première mi-temps, il joue 3 minutes. Sur ces 3 minutes jouées, les Suns sont à -7. Ils prennent un éclat de 7 points en 3 minutes. Sur le reste du match, c'est un peu moins révélateur parce qu'il a joué un peu du garbage time. Hmm. Je pense que j'aimerais bien vous amener vers une question. Moi, j'ai pas souvenir d'une finale NBA où la présence ou l'absence d'un joueur va déterminer à ce point le résultat. Je parle bien évidemment de DeAndre Ayton. Il y a des joueurs qui avaient une influence monstre sur le jeu de leur équipe. On peut penser à LeBron quand Kyrie n'est plus là, etc. Mais là, je parle de la destinée de la série qui se joue plus ou moins, j'exagère à peine, pratiquement, sur les minutes sans DeAndre Ayton. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là, Madia? Alors, à voir si ça se répète, mais effectivement, notamment dans le très bon passage qu'ont eu les Bucks, à l'intérieur, en fait, le nombre de rebonds qu'ils arrivaient à attraper, en fait, de rebonds offensifs, en fait, ça leur a fait trop mal. C'est-à-dire que les Suns arrivaient plus ou moins parfois à faire des stops, mais quand juste derrière, t'as rebond offensif et tu te reprends 2 points, en fait, c'était trop dur. Et ils reviennent en plus dans le troisième. Et s'ils avaient pas pris cet éclat juste avant la mi-temps, ils auraient peut-être été plus là, ils auraient peut-être pu mettre plus le doute, parce que mine de rien, les Bucks étaient dos au mur. Et effectivement, ce passage-là a fait vraiment du mal. Donc oui, l'absence par moment de DeAndre Ayton dans ce match a clairement joué très fortement en leur défaveur. On parle beaucoup de Giannis. Giannis contre DeAndre Ayton, c'est du 11/25 depuis le début de la série. C'est probablement statistiquement le meilleur défenseur sur Giannis des playoffs en dehors de Bam Adebayo. Mais Bam Adebayo, quoique on est au match 3, mais on va dire que le résultat collectif était totalement à l'inverse. Quand on compare, un Jay Crowder est à 9/12, c'est-à-dire qu'il met 9 de ses 12 tirs tentés contre Jay Crowder. Et Booker, ça compte pas trop. On n'est pas sur le même type de joueur, mais c'est le troisième joueur qui l'a le plus défendu. On est à 5/6. Alan, est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que les minutes avec DeAndre Ayton sont déterminantes? Et pour aller plus loin, on fait quoi? Parce qu'on a déjà un peu ouvert ce volet-là avec Tom la dernière fois, en disant plus ou moins que Kaminsky, c'était pas possible. On l'a vu. Quelles sont les alternatives? On lance un rookie qu'on n'a pratiquement pas vu cette année. Est-ce qu'on accepte de vivre et mourir avec l'adresse parce que ça a marché sur le match 2? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je pense que ça en dit sur Ayton, genre, mais ça en dit sur comme tu dis, sur le fait qu'ils n'ont pas de backup pivot, en fait. Parce qu'en réalité, tu prendrais moins cher sans Ayton si tu avais un des 15 meilleurs backups NBA. C'est qu'une équipe qui vise le titre, qui en finale devrait avoir. Pour moi, c'est assez impressionnant qu'ils soient en finale NBA avec ce niveau de backup pivot, en réalité. Parce que le pivot, c'est peut-être le poste qui joue le moins, parce que c'est super fatigant et parce que tu peux prendre des fautes. Et arriver si loin et vraiment sans un backup pivot propre, c'est hyper impressionnant. Ils l'ont peut-être avec Saric. Peut-être c'est surtout qu'il est C'est blessé. vrai. C'est vrai, il l'avait avec Saric, c'est vrai. Mais après, je vois pas Saric comme pivot, mais c'est comme ça qu'il jouait, c'est comme ça que l'équipe était organisée autour du banc, et ça fonctionnait. Je suis pas sûr que Saric peut stopper Giannis en 1 contre 1, mais en même temps, qui peut stopper Giannis en 1 contre 1, ils sont peu. Non, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vivrais et mourrais avec l'adresse. Je jouerais petit. Je pense, je préfère réutiliser le 5 avec Johnson, Crowder, Bridges sur les 3 postes de forward intérieur. Mais tourner, c'est-à-dire que tu peux peut-être mettre plus de Craig parce qu'il est blessé, mais il a joué hier. Tu peux aussi peut-être reposer Booker et Chris Paul moins. Et donc Chris Paul et Booker jouent beaucoup plus en fait si tu veux que ton jeu de niveau d'attaque soit meilleur dans ces minutes sans Ayton et avec des petits. Mais non, en vrai c'est parce qu'ils ont une adresse incroyable dans le troisième quart-temps, mais c'est grâce à ça qu'ils reviennent. C'est vraiment que grâce à ça. Défensivement, ils prennent des paniers, mais si Jrue Holiday pique pas sa crise de pull-up sur la fin du troisième, dans le quatrième, ils sont là. Ouais. Et Ayton revient avec 4 fautes, il a 2 fautes, on peut se dire qu'il peut jouer les 12 dernières minutes, et là c'est différent. Mais je pense pas que je veux pas revoir Frank Kaminsky,
Et non, tu faisais référence à Jalen Smith. Je sais pas si je le tente, tu le disais cette année, les postes de pivot, c'est peut-être le plus dur quand tu arrives en NBA aujourd'hui. Il a pas joué. Il va se faire... En tous les cas, s'il y a Jalen Smith sur le terrain, il va se faire cibler, c'est sûr. Après, est-ce qu'il peut sur, tu vois, 2-3, est-ce qu'il peut 50% des possessions faire un taf pas horrible? En vrai, on le sait pas, on l'a pas vu. Mais ça serait un risque à prendre. T'en penses quoi, Madiane, de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que clairement, la série, je l'ai déjà dit, hein, la série se jouera là-dessus. Je donnerai mon avis après, mais qu'est-ce qu'on fait? Déjà, est-ce qu'on réagit maintenant? C'est une question que j'aimerais bien mettre en avant. Est-ce qu'on réagit maintenant? Parce que on peut se dire du côté de Monty Williams, pourquoi surréagir? Je mène 2-1. Allez, je peux essayer d'en prendre un à l'extérieur. J'ai quand même gagné les 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs se jouent pas à 1 point, donc est-ce que déjà on réagit dès le match 4 et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? En fait, moi je serais tenté de réagir parce que je me dis que si j'ai le problème face à moi, enfin, prendre le Game 4, c'est quasiment sceller les finales. Parce que 3-1 avec 2 matchs à domicile à venir, il y a les derniers à avoir perdu ça, on s'en souvient très bien. Et il y avait LeBron. En tout cas, ça me paraît compliqué si les Bucks perdent le 4. Après, et les choix, ils sont tous compliqués parce que finalement, ce qui s'est passé dans les séquences où Ayton n'était pas là, en attaque, les Bucks, c'était remontée de balle, Giannis pose un écran et il court vite fait vers la raquette et c'était fini quoi. Donc c'était compliqué. Est-ce que enfin, tu peux rien faire. Enfin, tu surcharges, tu risques de laisser des shooters ouverts. Franchement, ça me paraît pas une super option. Donc, pour moi, tu tentes de rester petit, c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a quand même dans le deuxième, au moment où les Bucks étaient vraiment bien dans le match, il y a quand même pas mal de bons tirs qui sont loupés. Ils arrivaient à trouver des bons tirs quand même, les Suns, hein. Il y a vraiment pas mal de bons tirs qui sont ratés et ça aurait pu vraiment changer la donne. Au moment où ils prennent un 22-6, quelque chose comme ça, à partir de la 5e minute dans le deuxième quart, franchement, j'ai regardé les tirs loupés. Ils sont pas horribles et c'est pas la défense des Bucks qui est au rendez-vous. Il y a quand même de sacrés tirs bien ouverts qui sont loupés. Donc pour moi, si tu loupes un peu moins, enfin, ça peut très vite bien tourner pour eux. Je pense que ça a mal tourné dans un scénario horrible. Donc, si t'as pas ce scénario horrible, tu peux toujours être dans le match, hein. Je rejoins Alan là-dessus. C'est pas non plus impossible qu'en restant petit, ils puissent réussir à rester dans ce match. On en parlera, je pense qu'on a une lecture totalement différente du match en fait, vous et moi. On va y revenir. Par rapport à ce qu'il faut faire, je crois qu'Alan il a soulevé un très bon point. Le poste de backup pivot à ce moment-là de la compétition, je vais faire un parallèle avec Atlanta. On voit à ce stade-là qu'on est face à des équipes qui n'ont pas prévu d'être là. C'est-à-dire que si tu prévois d'être là en octobre, novembre, décembre, tu n'as pas Frank Kaminsky en fin de banc. Si tu prévois d'être là à ce moment-là de la saison, en l'occurrence de pré-saison, tu n'as peut-être pas un pivot comme solution de vrai backup pivot. En tout cas, ça se joue entre lui et Kaminsky, parce que comme tu l'as dit, Saric est un peu dans un rôle hybride. On voit ça, c'est-à-dire qu'on est face à des équipes qui ont drafté des profils qui étaient, que ce soit du côté Deux dans le top 10, hein. 2 dans le top 10, elles ont drafté 2 pivots, t'as totalement raison. Exactement, tu vois, on est face à des équipes qui ont un profil de joueurs draftés qui, paradoxalement, sont parfaits pour aller en playoff, de ce qu'on a vu du côté d'Atlanta et de Phoenix, mais c'est un petit détail où tu vois là que ces équipes-là ne sont pas préparées à aller à ce moment-là de la compétition. Parce que toutes les autres équipes, c'est un élément qui est prévu. Tu vois, la plupart des autres équipes ont investi dans ce poste-là, eux, ils ne l'ont pas fait. Donc là, ça, je peux pas leur retenir rigueur. Par rapport à ce qu'il faut faire, moi, je suis assez d'accord avec vous. Là où ma lecture, elle est peut-être un peu moins positive du côté de Phoenix, c'est que je trouve que ça demande un degré d'adresse. Parce que, alors certes, ils ratent des shoots ouverts. J'ai regardé sur les shoots grands ouverts, ils sont à 5 sur 14. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un 14 sur 22 à un 5 sur 14. On remarquera qu'il y en a déjà moins de grands ouverts. Et pour moi, ça, c'est un détail qui est loin d'être anecdotique. Il y a eu moins de circulation de balles, je trouve. C'est-à-dire que hier, je pense notamment à Devin Booker. Devin Booker est en droit de tenter beaucoup de tirs. C'est un top 20 NBA, il est en finale NBA, il a fait un bon match 2, il est en droit de tenter ses tirs. Je pense juste qu'il a été un petit peu trop noir sur certaines séquences. Et mon gros souci, tu l'as déjà un peu soulevé, Alan, c'est que pour que ça soit viable de mettre
ce 5 petit, il te faut limite Paul et Booker. Et la question, c'est quand est-ce que tu es en possibilité de sortir, je pense notamment à Chris Paul, parce que la meilleure façon de faire, de rendre DeAndre Ayton ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un joueur totalement inarrêtable, c'est d'avoir Chris Paul avec lui. Donc tu sors Chris Paul quand en fait? J'ai très peur que ce 5-là leur demande beaucoup d'énergie et sur une série longue puisse leur coûter beaucoup. Moi, je suis d'accord, mais moi en fait, je vais le dire, je suis pas rassuré par Phoenix, mais depuis 2 matchs en fait. Moi, ça fait depuis 2 matchs que je suis pas. J'ai pick Phoenix pour gagner la série en 6. C'était un peu mon équipe, un peu que je voyais un peu secrète, vraiment bien en playoff. Je crois énormément en cette équipe. Mais en réalité, de ce que j'ai vu depuis 2 matchs, moi, ça m'a pas rassuré. Ça me rassure plutôt du côté de Milwaukee. C'est-à-dire que je pense, Ben, toi, tu vois plus le match 3 comme une victoire de Milwaukee que comme une défaite de Phoenix. Et en réalité, moi, je suis d'accord avec toi sur le match 3 et sur le match 2, je dis pas que je vois une défaite de Milwaukee plutôt qu'une victoire de Phoenix. Je vois Phoenix qui a eu besoin d'une adresse en pull-up invraisemblable pour battre battre une équipe de Milwaukee où il y avait un seul de ses 3 meilleurs joueurs qui était à son niveau. Alors, il était à son niveau plus, hein, Giannis dans le match 2. Il est incroyable. Mais en réalité, avoir besoin de cette adresse en sortie de dribble de Booker et du chantier qu'a fait Chris Paul pour battre une équipe où Holiday et Middleton étaient pas bons, pour moi, c'est pas rassurant en fait. Franchement, moi, la série, elle est pas du tout terminée. Et pour moi, c'est plus 50-50, hein, même s'il y a 2-1 pour Phoenix là où on se parle. Franchement, moi, Milwaukee m'a vraiment rassuré sur les 2 derniers matchs, alors qu'ils en prennent que un. Mais je sais pas, dans la manière dont ils arrivent à faire vivre Phoenix sur l'adresse à 3 points, la manière où ils arrivent physiquement en transition à faire ce qu'ils veulent quand Ayton n'est pas là, j'ai trouvé vraiment que c'était très impressionnant et ça a changé vraiment par rapport au match 1 où pour moi le match 1, franchement, Milwaukee était pas du tout au niveau. T'en penses quoi, Madiane, du coup, de ce regard global sur la série? Et puis, peut-être de la lecture de ce match, juste pour réagir, je suis assez d'accord. Je le sous-entendais dans le match d'avant. Pour moi, le match 2, c'est une fausse victoire, en fait. De ce que j'ai lu 2-3 matchs après, 2-3 jours, pendant les 2-3 jours qui ont séparé les 2 matchs, je trouve qu'on a beaucoup trop, en fait, pris pour acquis ce qui s'est passé. Une équipe qui réalise un des plus grands matchs de l'histoire à 3 points en finale. Ça s'est pas répliqué, en l'occurrence. On l'a vu. Effectivement, moi, il y a aussi des facteurs aussi, enfin, physiquement, enfin, les Bucks sont compliqués à prendre et on l'a vu. Ils ont quand même gagné des séries, notamment face aux Nets, qui étaient ultra accrochés et on a vu qu'ils savaient répondre présent sur la longueur. Et c'est vrai, typiquement en transition. Enfin, dès lors que tu perds la balle, et notamment il y a 7 paires de balles à un moment dans le deuxième, c'est puni, mais c'est puni instantanément. Tu peux pas te permettre d'être en dilettante. Et les Bucks sont pas bons à prendre, clairement. Maintenant quand même, ils sont pas dans une si mauvaise position. Ils ont quand même trouvé des choses. Moi, je trouve que notamment, j'ai vu pas mal de fois les Bucks sortir fort sur le porteur des balles sur pick and roll. Et avec un joueur de la trempe de Chris Paul, ça ne marche pas. J'ai vu aussi pas mal de backdoor passer parce que justement ils essayaient de sortir fort à chaque fois sur les drives. Ça aussi, c'était puni. Donc, ils ont des solutions qui existent pour ne pas vivre que du tir. Donc, je suis pas si inquiet. Est-ce que c'est des solutions qui te font marquer à 7 points, ça, Madiane? Ça, c'est des petits trucs là où on le dit en face. Quand il y a Ayton, on l'a dit, hein, le match est totalement différent quand il est là et quand il est pas là. Mais dans le quart d'heure où il est pas là, c'est du shoot shoot dans la raquette, dans la peinture, à très haut niveau de pourcentage, à très haut niveau de réussite. Est-ce que c'est assez quelques backdoors, etc. Non, mais est-ce que Ayton va jouer 20 minutes à chaque fois il en joue combien? Il en joue 27 ou 28? En tout cas, c'est pas non. Il n'aura pas systématiquement Ça fait 20 minutes sans lui quand même. Il y a 20 minutes, mais il en joue 40 lors du game 2, donc il faut pas Parce non. qu'il prend pas de faute. Franchement, pour son âge, il prend pas de faute. Hein. Ouais. Mais
Mais quand tu es... Mais... Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit un des éléments centraux du plan de jeu des Bucks? C'est-à-dire, Si. ok, attaque, prends Giannis avec Ayton, par contre, il joue 10 minutes. Enfin... Ouais, ça doit l'être le plan. Non, mais par contre, honnêtement, hein, si jamais Ayton n'arrive pas à rester sur le terrain, allez, 30-35, oui, il y a gros motif d'inquiétude, évidemment. Mais ce qu'il fait très bien, parce que sur les playoffs, il est toujours resté sur le terrain. Mais il est resté sur le terrain. Et là, vraiment, c'est la première fois où il a vraiment pas pu rester sur le terrain. Donc, je suis pas sûr que ce cas va se reproduire quand même tout le long. Après, c'est l'assignement le plus compliqué qu'on lui a jamais donné. Hein, parce qu'en fait, on lui a donné des intérieurs classiques. Là, on lui donne Giannis. Puis on lui a donné Jokic sans menace sur le backcourt. Sans joueur autour. Voilà, tu peux pas te défendre. Pareil, quand sur ton bas court, les deux peuvent tirer comme ils ont tiré hier, je crois, à 8 sur 17 à 3 points ou un truc comme ça, donc c'est pas possible. C'est assez intéressant ce qu'on dit là par rapport à Ayton, parce que j'ai voulu aller regarder les matchs contre Giannis depuis qu'en gros il est en NBA, ou en tout cas depuis les 5-6 derniers matchs qu'ils ont joué sur les 2 dernières années pratiquement. Et il prend certaines fautes, mais il n'a pas tout le temps la charge de défendre Giannis. C'est ce qu'on dit un peu en filigrane depuis le début. Je me suis fait un petit mémo, mais quand on regarde toutes les équipes qui ont joué Milwaukee depuis le début des playoffs, il y avait toujours plus ou moins de solutions. Là, je trouve vraiment qu'on est face aux cas de figure. C'est encore une fois, hein, équipe pas construite pour aller jusque-là. Alors vous allez me dire, tout le monde ne prévoit pas pour défendre sur Giannis, hein, mais en gros, il leur manque un profil là. C'est-à-dire que Michael Bridges, etc., il leur manque. Ce qui est assez ouf, parce qu'en réalité, ta paire d'ailier Bridges Crowder, c'est top en NBA aujourd'hui, si tu veux défendre. Mais ça, pour moi, ça en dit plus sur le fait que Giannis, c'est un joueur unique, en fait, dans ses capacités. Parce qu'en réalité, tu vois, on dit défendre les ailes à l'ouest, défendre les Paul George, les LeBron, les Kawhi. Bridges Crowder, c'est la paire que je veux, moi, personnellement. Alors peut-être c'est pas assez versatile, comme tu disais. Les deux, c'est peut-être les mêmes types de défenseurs, même si en réalité, il y en a un qui est rugueux et bon en aide, et l'autre est large, l'autre est, comment dire, long et assez longiligne. Mais en fait, il faudrait mixer les deux. Si tu veux un mec pour stopper Giannis, il faudrait un mec long et large. Est-ce que c'est tout simplement pas que pour stopper Giannis, il faut un pivot, en fait? Ouais, qui a stoppé Giannis individuellement sur les 3-4 dernières campagnes de playoff? Peu de monde en réalité. Peu de monde. Bam. Il y a des possessions de Al Horford que tout le monde aime bien souvent mettre en avant. C'est plus une fantaisie qu'autre chose parce que c'est un match. Tu peux imaginer qu'un Davis pourrait le faire, mais tu vois, c'est pas. On parle pas d'ailier en fait. Moi, j'en verrai jamais. Enfin, Davis, physiquement aussi, ce que tu fais subir, tu perds pas mal de ressources derrière. Hein, ouais, mais c'est les finales, Madiane. Tu peux te dire aussi, bon, évidemment, en finale, tu sacrifies tout, mais. Mais voilà, c'est pour ça, vous voyez les gars, je trouve qu'on retombe sur nos pattes, c'est-à-dire l'investissement dans le backup pivot. Le backup pivot aurait pris Giannis en fait. C'est là. C'est ce qui a manqué aussi à Atlanta quand ils se retrouvés à mettre du Okongo ou du Collins sur Giannis. Alors ça, là, il n'a pas terminé la série, hein. Mais tu vois ce manque d'investissement là. Par rapport au supporting cast des Suns, j'aurais bien voulu aimer en parler. Vous en avez pensé quoi? Parce qu'on a parlé de l'aspect défensif, mais l'aspect offensif, moi je trouve que un petit détail qui leur coûte très cher quand l'adresse ne marche pas, c'est qu'on a un paquet de joueurs de fin de chaîne en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va toujours glorifier. Et Michael Bridges, qui met pas un point dans la première mi-temps, pour moi, c'est un symptôme d'une des choses qui se passe dans le match. C'est pas la faute de Michael Bridges. Michael Bridges, c'est un mec qui va tirer en spot-up, etc. Il va pas pull-up. Donc, si les ballons n'arrivent pas jusqu'à lui, s'il n'a pas l'occasion de tenter des tirs, c'est qu'il y a eu peut-être un petit truc, je sais pas si tu es d'accord, Madiane, sur la mise en place offensive des Suns. Moi, je vous avoue, hein, je les ai trouvés un peu trop. Ça fait 2 matchs que je les trouve trop derrière la ligne à 3 points, ou en tout cas, ils rentrent pas dans les 5 derniers mètres, en fait. Ah, ça c'est sûr. Un peu comme Harry Kane. En tout cas, c'est sûr, évidemment, et finalement, les seules fois où ça a été à l'intérieur, c'est quand ils arrivaient à trouver leur pivot. Même Kaminsky a mis des points tout seul dans la raquette, je tiens à le souligner. Mais c'est les seules fois où finalement ils s'approchaient, et c'était pas finalement une attaque du panier de la part d'un extérieur. Ça manque.
Mais est-ce que c'est le jeu de Chris Paul? Pas tant. Peut-être que Devin Booker, quand il voit qu'il est pas dedans au tir, il est pas non plus maladroit près du cercle. Donc il pourrait. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait lui demander parce que ça manque un peu d'alternance. Et malheureusement, euh, quand tu mets pas dedans, ce qui peut te faire très mal, c'est la variance parce qu'à 3 points, tes chances de mettre le tir sont beaucoup plus faibles et c'est toujours bien de mettre quand même, d'éviter des grosses séries où tu ne mets pas de tir comme s'il leur est arrivé durant ce match-là, en allant chercher 2 points ou la faute ou juste aller sur la ligne. Et ça, je trouve que c'est vrai que ça leur a fait défaut et ça a un peu accentué les moments où les Bucks leur faisaient très mal et en plus à domicile avec le public. C'est les moments un peu classiques des playoffs où tu commences à prendre l'eau. Donc effectivement, je trouve que ça leur a manqué. D'accord avec ça, Alan, je suis totalement d'accord. Il manque de variance et ils ont un peu trop un jeu je trouve qu'ils se complexifient la tâche parfois. J'ai vraiment trouvé qu'ils se complexifiaient la tâche. Moi, je trouvais que sur les 3 premiers tours, en fait, c'était Payne qui apportait un peu cette variance. Euh, en réalité, ils ont perdu Payne et Saric. C'était peut-être 2 joueurs qui leur apportaient pas mal de variance, en fait, je trouvais, dans le jeu. Parce que personne peut jouer un pick and roll avec Chris Paul ou Booker puis pop à 3 points. Même Kaminsky le fait pas. Alors que s'il y a bien un truc qu'il est peut-être censé faire, Nate Duncan qui disait ça dans son podcast, il disait que si t'as Kaminsky sur le terrain et que tu mets en place rien pour du pick and pop, il te sert. Ah, mais alors, déjà qu'il est nul, mais alors, faut même pas le mettre. Parce que s'il n'est pas censé t'apporter pas un peu de spacing, un peu de tir extérieur, ça ne sert à rien. Saric apportait ça. Et de l'autre côté, Payne, notamment dans la série contre les Lakers, le début de série contre les Clippers sans Chris Paul, bah, c'était un mec qui pouvait tirer en sortie de dribble, qui pouvait pénétrer, poser le ballon à terre, ce que ne font pas les autres. Cam Johnson, c'est un spot-up shooter. Alors oui, hier, il a mis le dunk des playoffs, mais c'est un spot-up shooter, Cam Johnson. Il le fait très bien d'ailleurs, hein. Il le fait très très bien. C'est un spot-up shooter. Même si il a des flashs quand même, parce qu'il a même fait un reverse main droite sous la planche à un moment. Sur Giannis. Ouais, vraiment assez impressionnant. Alors peut-être, mais pour le moment, en 2021, c'est ça. Peut-être que dans 2 ans, il aura d'autres choses dans son jeu. Langston Galloway, c'est un spot-up shooter. Il joue pas. Torrey Craig, ça devrait être un 3ND, mais c'est un 0ND. Parce que malheureusement, il tire mal. Alors que moi, j'aime bien le joueur, franchement. C'est vraiment un bon soldat. Etuan Moore, c'est un joueur qui peut peut-être apporter sur du scoring, mais il est trop petit et il est peut-être pas assez bon en attaque pour qu'on lui donne des ballons pour avoir la balle en main. Donc en réalité, bah, ils ont Chris Paul et Devin Booker, c'est les seuls joueurs qui ont un rôle non unidimensionnel dans leur attaque, pour moi. Ayton un peu plus, mais Ayton, on lui demande pas plus que peut-être du pick and roll, du rim runner, mettre des hooks et tout. Et à part ça, pour moi, c'était Payne et Saric qui apportaient de la variance. Saric, il est plus là, et Payne, je trouve qu'il est blessé et qu'il joue pas à son niveau. Donc ça pose un vrai problème. Non, Payne hier, moi, il m'a marqué une action où ils sont à 2 contre 1 en attaque. Il fait un reverse layup catastrophique. Ouais. Je me suis arraché les cheveux. Vraiment, ça c'était. Non mais vraiment, tu vois que le joueur est pas dedans parce que faire ça à ce moment-là, alors que tu pouvais sécuriser, il le loupe, c'est terrible. Tu montes main droite. Et ça, c'est les gars qui ont pas de main droite quand ils sont gauchers. il a vraiment aucune main droite. Ou il monte toujours main gauche, en fait, t'as l'impression. Et il a raté pas mal de lay-up comme ça, j'ai trouvé. Là où franchement, comme dans les séries Clippers, Lakers, moi je l'avais trouvé incroyable dans le jeu proche du panier comme ça. Alors on est peut-être un peu négatif sur les Suns. Du côté des Bucks, qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer, etc. Les gars, moi, bon, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais encore une fois, vas-y. Il n'y a pas encore eu le Middleton game. La Middleton Mafia. La Chris Middleton Experience est encore en full display, hein. C'est quand même full effect. c'est incroyable. 3 points 3 points en deuxième mi-temps. Je crois qu'il prend 4 tirs, alors que c'est incroyable parce que il y a un peu de responsabilité de Jrue Holiday parce que il y a des moments où Chris Middleton commence à enchaîner et Jrue Holiday a peut-être pas, c'est là où tu vois que c'est un faux meneur en fait. Jrue Holiday, il a peut-être pas la présence d'esprit de se dire
Le mec est chaud, on lui donne la gonfle, il va tenter des... Enfin, on se l'est dit sur la conversation quand même, sur le premier quart-temps, Jrue Holiday se prend un peu pour Steph Curry par intermittence, mais il y a toujours cet élément-là où Chris Middleton il a pas passé la barre des 20 points en 3 matchs de finale NBA. Donc qu'est-ce C'est qu'il y a le premier, non? Pas le premier? Je crois pas, je crois qu'il fait 19, 15, 17. Enfin, à vérifier. Hein. Mais Ouais, bon. il en met, non, il l'a passé sur le premier match. D'accord. Il en a mis pas mal. Il en met 30 de mémoire. Ouais, Il fait 29, une crise 29, dans le 29. troisième. Tout à fait, Ah oui, 29. j'oublie complètement j'oublie la Chris Middleton experience, c'est-à-dire on marque des points quand on est mené de 18 points. J'avais Ouais, oublié la crise de pull-up de fin de troisième à moins 15. À moins 20. la trademark. Alors, beaucoup trop d'anglicisme. On pense quoi de Middleton, un peu de ce qui a amélioré? Moi aussi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est on en avait parlé dans le podcast précédent avec Tom, Bryn Forbes ne doit plus vraiment voir le terrain. Maintenant. Ouais, non, Bryn Forbes, enfin, comme dit, hein, c'est compliqué. À partir du moment où tu es sur le terrain, c'est comme Kaminsky. Soit il est en crise à 3 points, il se prend pour Stephen Curry comme il y a eu contre le Heat. Ok, là, il peut rester, il n'y a pas de souci. Autant tu lui donnes la balle, il rate son tir, il ressort instantanément, hein, parce que il est trop négatif. Soit il est en crise, soit il sort. Après, Middleton, c'est compliqué, mais c'est son niveau. Enfin, est-ce qu'on est surpris? Honnêtement, est-ce qu'on est surpris du niveau affiché par Middleton? Il sauve sa série face aux Hawks en 2 matchs, ok, mais le reste de la série, il est pas bon. Il tire à moins de 30% à 3 points. C'était pas ouf, hein. Donc C'est sur les voilà. tirs difficiles. Beaucoup de tirs difficiles. Les pourcentages, tu peux un peu les pondérer par ça. Ouais, beaucoup de tirs difficiles. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est Middleton, c'est peut-être un match sur 2. Moi, je suis pas étonné. En tout cas, je suis pas étonné. Je compte plus sur Jrue Holiday, qui je Tu trouve comptes vraiment plus sur Jrue Holiday que sur Middleton? Mais moi, je trouve que Jrue Holiday, de manière plus globale, est extrêmement intéressant, surtout qu'il y a quand même un fort backcourt en face, et je trouve que les efforts qu'il fait défensivement sont quand même à souligner. Il est quand même très bon sur cette série, et c'est pas une tâche simple qu'il a. Donc oui, moi je trouve que de manière globale, alors offensivement je compte plus sur Middleton, mais de manière globale dans l'équipe des Bucks, je compte plus sur Jrue Holiday, c'est sûr. Et toi, Alan? Parce que Jrue Holiday, encore, j'aime bien donner cette stat, mais si tu retires la série contre les Hawks, il passe jamais 22 points, en fait. Hein. Non. Moi, je suis comme toi un peu sur Middleton. J'ai fait longtemps partie des sceptiques, je le suis encore un peu. Hein. Après, c'est vrai que sa fin de série contre Brooklyn, sa fin de série contre Atlanta, elle m'a un peu, elle m'a impressionné, mais en même temps, il faut aussi voir le contexte des équipes qu'il a dû affronter à ce moment-là de la série et l'état dans lequel les joueurs qui étaient sur le terrain étaient réellement. Parce que c'est bien beau d'avoir des noms derrière un maillot, mais si le joueur n'est pas à 100%, déjà, c'est pas la même histoire. Et pour moi, c'était le cas dans les 2 équipes qu'il a dû affronter dans les 2 derniers tours. Non, mais pour moi, en fait, je peux pas faire trop confiance. C'est un joueur qui vit par du pull-up alors que c'est pas un top 20 NBA. C'est un joueur qui, je pense, vit parmi peut-être les tirs les plus compliqués de la ligue, alors que c'est pas un des joueurs élites de la ligue. Middleton. Peut-être j'avais jamais peut-être réussi à le matérialiser comme ça, mais en fait, c'est que du pull-up à 3 points ou du pull-up à mi-distance, contesté parce que c'est pas un excellent athlète, il n'est pas méga explosif, donc le défenseur est toujours un peu là, et donc c'est des tirs super durs, franchement. Il prend dans les playoffs là, on a regardé tous beaucoup les playoffs là, des joueurs qui prennent des tirs plus compliqués que lui. T'as Dame, t'as KD, t'as Paul George. Et la différence, c'est qu'il y a, chez tous ces joueurs, il y a quand même une petite proportion de tirs dits faciles qui se créent eux-mêmes. Chris Middleton ne se crée pratiquement lui-même aucun tir facile. Il y a la composante faute aussi. Cette capacité-là à chercher des fautes qu'il n'a pas comparé à certains joueurs. Tu peux avoir des joueurs de ce niveau-là qui sont catastrophiques au tir, et tu regardes la score sheet, ils ont quand même mis 20 points. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont allés chercher des fautes, ils ne mettaient pas dedans au tir, mais ils sont allés sur la ligne. Il n'a pas cette capacité-là. Mais en même temps, c'est crédit à lui, parce que faire la carrière qu'il fait en vivant sur ces tirs-là, ça reste que c'est quand même un fort joueur de basket, un vrai fort joueur de basket. Le souci, c'est que est-ce que tu peux vivre sur autant de tirs compliqués?
Si à côté, bah, tu as Giannis qui est inarrêtable mais tire pas de loin, si il suffit que PJ Tucker est défendu comme un non-shooter, malheureux, il est défendu comme un non-shooter, PJ Tucker. Ce qui me pose, il y en a mis 2-3 à chaque fois qui. Ouais. La clé pour moi, c'est que en fait, Holiday, Tucker et Connaughton doivent mettre dedans. En fait, t'es obligé. Là, comme de l'autre côté, bah quand Crowder, Johnson, Bridges mettent à 3 points dans le troisième quart-temps ou dans le match 2, il peut rien arriver à Phoenix. C'est un jeu d'adresse, hein, au bout d'un moment. Hein. C'est un jeu d'adresse. Et on sait que les scoreurs d'ISO feront leur travail. Alors Booker, un peu moins parce que Booker est plus jeune et puis Booker n'est pas au niveau de Chris Paul et de Giannis. Mais franchement, Chris Paul, il met des tirs hier. Il est invraisemblable. Du mid-range sur le côté, en se remettant sur ses jambes et tout, c'est impressionnant. C'est des tirs compliqués. Si les superstars vont en mettre, elles vont ne pas en mettre. Celles qui décideront du sort du match, sûrement. Mais si tu es dans le match à la fin, c'est aussi parce que tes role-players à côté, ils ont mis dedans. Et franchement, Connaughton, Portis, Tucker, Brook Lopez sont pas si atroces que ça, je trouve, dans certains moments de cette série. Ah, Portis, il fait un très bon passage hier. À un moment, il n'y a pas assez de drive. C'est pour ça qu'il tient. Ouais. Complètement. Vas-y, Madiane, mais pour moi, c'est pour ça. Portis, tiens, il n'arrive pas à sanctionner. C'est pour ça que j'ai un gros problème avec ce 5 small ball des Suns. Il ne drive pas assez. Ce 5-là, honnêtement, je suis Budenholzer. S'il se résume à tirer énormément à 3 points, alors je vais me prendre des saucés probablement parce qu'on a des très bons shooters à 3 points. Mais je ne suis pas inquiet. On l'a dit, on revient encore une fois sur ce qu'on a dit, il y a peu de variance. Donc c'est pour ça que des joueurs qui ne sont pas censés jouer réussissent à jouer. Oui, bah Portis, à un moment, je le vois un moment sur Chris Paul et je me dis, bon, bah c'est 2 points ça. Bah non, parce que finalement, il se fait pas tant attaquer. Et du coup, derrière, il apporte son énergie, il a mis un petit tir à 3 points dans le corner et il a eu une bonne séquence. Alors que, usuellement, quand même, ce qu'on s'était dit avant le début de la série, c'est que Portis ne pourrait pas jouer autant que ce qui s'est passé face aux Hawks en fin de série. Et là, Portis voit le terrain et Portis n'est pas négatif. Il a vraiment un bon passage. Il a un plus-minus de 19. 19, c'est Bobby Portis. C'est pas censé arriver quand même en finale NBA. Mais c'est en train d'arriver. Donc oui, clairement, le manque de drive fait qu'il peut jouer. Il peut jouer et malheureusement, il faut pouvoir sanctionner ce genre de joueurs parce que en plus, les Bucks ont quand même une rotation courte et en ont besoin. Et en fait, si tu arrivais à empêcher Bobby Portis d'être sur le terrain, mais t'imagines pas la surcharge de travail sur le reste de l'équipe. Parce que là, il a pu jouer, il a pu faire son passage, il a joué 18 minutes, mais les rotations des Bucks sont très courtes et sans le garbage time, la rotation, il y a Jeff Teague quoi dedans. Enfin, il a joué hier encore. Oui, on en est à faire jouer Jeff Teague. Ouais, mais j'en parlais avec Tom. Je trouve que ce qu'il apporte, c'est pas, ils n'arrivent pas à le sortir. Encore une fois, c'est on va appeler ça le théorème Lou Williams. Il y a des joueurs qui en théorie ne devraient pas jouer, mais si l'équipe d'en face n'arrive pas à les faire sortir, ils doivent jouer en fait. Ah oui. Parce que c'est la théorie du mec, il doit pas jouer. C'est si tu prends un niveau, je sais pas, médian de qualité de l'équipe d'en face, mais si l'équipe d'en face n'a pas cette qualité-là, il joue. Et en l'occurrence, je vais vous amener vers un truc. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment surréaliste où la rotation des Bucks, vu le tour que prend cette série, commence à être aussi, si ce n'est plus longue que celle des Suns. Moins problématique que celle des Suns, alors qu'on a mis en avant celle des Suns pendant tous les playoffs. Ouais. Parce que en fait, c'est la blessure de Saric qui change pas mal de choses, qui fait vraiment baisser. On peut se donner du crédit. Est-ce qu'elle n'a pas été collectivement totalement mise sous le tapis alors que, nous, alors peut-être pas vocalement dans le podcast, mais entre nous, on s'est tout de suite dit, ça change la série en fait. Oui. Dans la preview, on était inquiet. On était inquiet pour les Bucks en se disant les Suns ont plus d'options et que du coup les Bucks eux n'en ont aucune.
Et on se retrouve là à se dire, finalement, ils ont pas de backup pivot, c'est chiant. Finalement, ils ont pas d'alternance. Il y a personne hormis Ayton, il y a personne qui vient attaquer leur cercle et du coup, il n'y a pas de drive. Et finalement, les options des Suns, elles sont peut-être plus réduites que ce qu'on pensait. Mais par contre, je pense pas qu'il y ait plus d'options côté Bucks. Mais il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est ça le problème, c'est que si t'as pas de réponse face au problème que posent les Bucks. Enfin, Budenholzer, il est réputé pour avoir du mal à changer, mais si t'as rien pour le forcer à changer, il peut faire Mhm. sa série comme ça. Mais attention, moi je rappelle, hein, il y a toujours un Suns C'est et ça. Je nous écoute depuis le début et je je peux me nous, mettre à la... je nous arrête tout de suite. Il y a toujours 2-1 et attention, Game 4, ça peut bien se passer pour les Suns. Il y a 3-1 et pour moi les finales sont finies. Hein. À 3-1, t'as quand même 85 à 90% de chances de perdre tes finales si t'es mené 3-1. Et en plus, je rappelle, il y a 2 games encore à Phoenix. Donc vraiment, le prochain, les Bucks ont de nouveau pas le droit de le perdre. Je suis d'accord avec ça. Après, je me méfie des pronostics en 2020-2021. Les pronostics, mais... J'avais les Lakers perdants. Je les Ah, avais. Madiane aime nous le rappeler. Celui-là. Les gars, T'a- j'aimerais bien qu'on parle T'avais les Sixers gagnants contre Atlanta. Ah mais là, par contre, je peux rien faire. Hein. Là, les Sixers, ils m'ont pondu un choke. Je pouvais pas le voir. Parlons un peu du coup des superstars. J'aimerais bien faire un petit portrait croisé Chris Paul, Giannis qui ont été. Alors Chris Paul a peut-être moins tiré la couverture que Giannis, mais comme l'a dit Alan, a mis des shoots totalement incroyables. Vous savez, on a cette petite rubrique MVP. On est d'accord que on a maintenant, on connaît les deux MVP. Selon le résultat de la série, on a déjà les deux MVP. Ouais, ça me paraît difficile que côté Suns, que David Booker ou... Ah, si Booker prend 2 crises et qu'il en met 40 dans les 2 derniers matchs, il Ouais, l'aura. Hein. ça me paraît peu probable. J'ai l'impression qu'on répète ce qu'on avait dit vis-à-vis de AD quand l'année dernière AD fait un match 100 et en fait tu te rends compte que la constance elle est toujours je l'ai un peu dit la dernière fois, la constance elle est toujours récompensée. Hein. Ce match-là, les gens vont s'en souvenir. En tout cas, il y en a un côté Bucks où c'est si les Bucks gagnent, qui d'autre quoi. Mais c'est incroyable ce qu'il Alors que fait. si les Milwaukee gagnent, qui d'autre aussi. Hein, Non, mais c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je disais. Ouais, Pour moi, c'est t'as pour raison. Milwaukee. C'est incroyable, Complètement. Giannis. Vraiment, vraiment des finales. Et j'ai souvent moqué, par exemple, pour ses lancers francs lors des dernières séries, les difficultés qu'il avait, etc. C'est même devenu une blague maintenant partout, mais néanmoins, il claque une série. Enfin, c'est extrêmement fort. Alors oui, il met pas de pull-up. Ok, super, je m'en fous. Il met 40 points. Enfin, désolé, mais le pull-up. Imaginez si Giannis avait un pull-up, c'était fin du game. C'est Thanos le type avec un pull-up. Donc heureusement qu'il a pas de pull-up et même là ils arrivent pas à l'arrêter. Pas de pull-up, j'ai déjà parlé de Giannis avec Tom, pas de pull-up, mais je trouve quand même qu'il y a il a été bon, il y a des moves, il y a des petits step back, etc. Et puis il y a un moment, c'est bête, mais quand tu as une possibilité de dominer sans, c'est pas forcer son talent, mais quand tu as, je sais pas, prenons l'exemple à l'année là du football américain, si tu appelles un jeu et que tu gagnes toujours 15 yards, pourquoi tu t'embêterais à appeler un autre truc? Complètement. Puis oui, alors oui, le jeu de Giannis peut être moins impressionnant et moins utile si t'es dans une fin de match serré, mais en fait leur but c'est de t'amener à d'être à plus 15 avec 3 minutes qui restent. Et si Giannis arrive à faire ça avec son jeu, ils auront gagné. Voilà, tout simplement. Non, et puis les problèmes qu'il pose, c'est-à-dire que, enfin, à un moment, vraiment, 4-5 séquences de suite, Giannis pose l'écran, il court au panier, et en fait, ils ont quoi? Ils lui mettent 2 gars devant, et puis ils trouvent la passe, ou bien il va quand même mettre son layup, et même quand il rate son layup, il arrive à choper les rebonds. Enfin, c'était trop compliqué, hein. Tu peux pas demander à Cam Johnson, à Jake Crowder, à Miles Bridges d'être presque protecteur de cercle et d'assurer au rebond contre Giannis. Ils peuvent pas faire ça. C'est pas possible. Entre parenthèses, moi, ça m'a tellement fait regretter un Luka Giannis parce que quand tu vois ce que donne Giannis joue pas tellement, je trouve, avec autant entre guillemets de violence ou en tout cas de volonté sur le poseur d'écran,
vers le panier. Il le fait pas aussi systématiquement, alors que, enfin, en configuration small ball du côté des Suns, les Bucks sont au courant que c'est un système qu'ils peuvent pratiquement pas arrêter en face. Et tu vois là les dégâts que ça crée. Enfin, tu te dis qu'avec un porteur de balle élite, ça serait terrible. Ah oui, non, mais c'est vrai que, mais ils ont quand même puni hein, quand il y avait Python. Moi, j'ai vu souvent Giannis venir poser l'écran pour Middleton ou Drew, donc évidemment qu'ils le font. Mais c'est sûr que si c'était un élite, mais là tu fais les deux, tu mets des shooters, tu peux aller fumer un cigare, ton schéma offensif il est fait, hein. Tu te poses sur le côté et tu les regardes, hein. Un petit truc que j'ai entendu, je sais pas si vous êtes d'accord, je l'ai lu, je l'ai entendu plutôt pas mal. Au niveau des passes, notamment, je pense à Giannis, je pense pas à Chris Paul parce que Chris Paul, je le trouve un peu irréprochable quand même sur le match d'hier. Je vois pas ce qu'il est censé faire de plus, mais peut-être au niveau des passes. Et je trouve que le début de match de Giannis, il y a une volonté de mettre les joueurs en avant parce que je crois qu'il a 4 passes décisives. À un moment, tu vois qu'il essaye d'impliquer tout le monde, mais il nous refait un peu le coup du match 2 où il y a un troisième quart-temps extrêmement dominant. On en a beaucoup parlé, les gars, mais j'ai l'impression petit à petit, on arrive vers la fin du podcast. Je suis auditeur, je nous écoute. J'ai l'impression qu'on leur promet un 2-2 et une fin de série extrêmement étriquée. Pour moi, je t'ai dit, le 2-1, les deux derniers matchs, je me rassure plus sur les Bucks que sur les Suns. Et la blessure de Saric et le niveau de campaign me fait dire qu'il y a moins d'options que ce que je pensais et qu'il va y avoir une surpression, c'est-à-dire qu'elle était forte, mais une surpression en termes de création pour les autres, en termes de scoring de la paire Booker-Chris Paul. Si Booker et Chris Paul mettent plus de 20 points par match tous les deux, pour moi, les Suns gagnent. S'ils le font pas, les Suns perdent. Tu penses que la barre, elle est à 20? Tu la mettrais pas plus haute? Non, je la mets, ouais, 23, 22, 23, 25. Si les deux mettent 25, là, t'es bien. Mais plus de 20 points. Hier, ils sont quoi? Ils sont quoi? 29 tous les deux, 29 à 2, je crois. 20, Ouais. Même pas 30 à 2, je crois. Si, c'est pas possible. Chris Paul est à 19, Devin Booker est à 10, donc ils sont à 29. Ouais. Tu vois. Donc, il y a une pression. La création, ils l'auront toujours, je pense. Bref, là, ils sont pas responsables du fait que les spot-up shooters mettent dedans ou pas aussi. Mais, Après, hier, Jay Crowder, c'est un 7 sur 8 ou un 6 sur 7 qui claque, quoi. ouais, mais c'est beaucoup. Ouais. Mais c'est beaucoup. C'est de la série, quoi. C'est dans le troisième quart, Ouais. Mais c'est. Mais le troisième quart qu'ils mettent et ils perdent quand même le match. Enfin, Ouais. Ils reviennent à -4. Hein. Le troisième quart, il est. Ils sont à -4 quand Drew met son 3 et qu'il repasse à -7. Et là, c'est plus compliqué derrière. Et puis les séries de Jay Crowder, faut pas oublier. Je trouve qu'il y a parfois sur les shooters à 3 points, il ressortait un peu. Enfin, plus d'une fois, il a feinté le tir, le joueur est parti et il a aligné ensuite. Enfin, on a peut-être eu des Bucks un petit peu trop effrayés ou en tout cas à trop réagir sur le shoot à 3 points. Après, je vous rejoins. On en a parlé. Je vous rejoins en partie sur les role-players qui doivent mieux jouer, mais on l'a dit, c'est des role-players qui sont totalement dépendants du rendement des deux mecs. Donc, à voir. Enfin, pour moi, le constat reste le même. La série se jouera au nombre de minutes disputées par DeAndre Ayton. Et c'est incroyable de se dire ça. Pour un joueur, je remontais mes tweets que j'ai découpés en début de saison. Ce joueur-là va pratiquement, sa présence ou non va déterminer la suite des finales. Les gars, on s'approche de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à me dire, une note que vous voulez absolument donner et qu'on n'a pas pu aborder? Non. On a fait le tour, moi, je pense. Hein. On a fait le tour. Moi, plutôt une perspective d'avenir. À 2-2, là, je garde quand même les Suns à 60%, 60% de chance de gagner. Par contre, à 2-2, pour moi, le momentum, il passe côté Bucks. Et là, je verrai plus les Bucks. Tant qu'il n'y a pas de 2, je reste sur mon pic initial en me disant que les Suns peuvent le faire parce qu'ils ont l'avantage. Si jamais la série bascule, en plus, ils ont déjà basculé une série, les Bucks derrière. J'ai peur d'un espèce de rouleau compresseur qui leur viendrait dessus et qu'ils n'arriveront pas à gérer. On peut se Ouais, diriger.
Investissez sur le poste de backup pivot et le poste de combo guard remplaçant, autre qu'en draftant des joueurs si tu veux aller loin. Parce que Jalen Smith sera sûrement prêt, mais pas maintenant. On en revient à la question, ils sont pas conçus S'ils avaient pour être là. Voilà. S'ils avaient Deadmon, s'ils avaient Kem Birch, s'ils s'étaient peut-être mis dans le deal à la deadline de Daniel Tice, par exemple, tu vois, ou un truc comme ça, ils seraient dans de meilleures dispositions. Et c'est que pour 10 minutes par match, hein. Mais c'est quand même 10 minutes très important. Après, je me mets à la place d'un James Jones. S'il se fait ce move-là, est-ce qu'on se dit pas, mais pourquoi faire ce move-là, etc. T'as un jeune, tu vois. À la minute où tu draftes le joueur, tu te barres des options. Ouais, mais franchement, c'est pas non, enfin, comme dit, c'est pas non plus ultra cher. Mais après, oui, c'est sûr, c'est dur à anticiper. Je trouve que c'est une lecture a posteriori, moi. Non, mais évidemment, c'est dur à anticiper, mais ça reste pas cher. C'est vrai. Si c'est pas cher et pas long, tu le fais. Voilà. Tu savais que t'allais en playoff avec un bon seeding à ce moment-là. Les gars. Mais en même temps, tout ça, on n'en parle pas si Saric se blesse pas aussi, donc il faut aussi nuancer par le On n'en parle pas si Saric se blesse pas. Ils ont un bon seeding, mais alors, ils nous diront le contraire, mais je pense qu'ils se voient vraisemblablement pas en finale NBA. Enfin bref, il y a beaucoup d'éléments qui font que je peux pas. En fait, je peux pas mettre sur la même ligne en termes de construction d'effectifs les Bucks et ces Suns-là, parce qu'ils sont pas programmés pour. Tout s'explique au bout d'un moment. Voilà, et là, ça s'explique. Là où je peux entre guillemets en vouloir aux Bucks d'avoir Jeff Teague, je peux pas en vouloir aux Suns de pas avoir cette réponse-là. Très bien. Complètement. Et personnellement, je suis plus confiant que jamais sur mon Suns en 7. Parce que je serais très surpris honnêtement, je serais très surpris qu'on finisse en 5 avec les Suns. Alors ça peut arriver, hein, mais je serais très surpris. Ouais, pareil. Très bien. Et bien du coup, on espère que vous avez apprécié ce podcast. On espère surtout que vous avez apprécié un match qui va probablement être l'inverse de ce qu'on a prononcé, de ce qu'on a annoncé, c'est-à-dire avec des Suns, on verra étincelants qui vont nous faire un remake du match 2. En tout cas, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Vous le voyez. N'hésitez pas à commenter sur YouTube, sur Twitter, à vous abonner. Messieurs, moi, je vais aller dormir après avoir fait du montage. Et on se retrouve dans 2-3 jours pour discuter du match 4. Ça sera le 4. Oui, c'est ça. Ouais. Bonne semaine à tous et à plus. Salut. Ciao. Salut.